théorie de la démolition contrôlée fut en vogue lorsque la première version du documentaire Lost Church fut sortie dès 2005 sur Internet, à l'époque où les plateformes YouTube et Dailymotion étaient à leur début. Cette thèse fut notamment promue par le Mouvement de la Vérité sur le 11 septembre, une association regroupant plus de 2500 architectes et ingénieurs. Mais en réalité, cette thèse était déjà évoquée par d'autres, notamment par le néo-nazi Eric Schmidt en 2003, mais c'est surtout Thierry Messane à être le premier à en parler dans son livre Scandale, l'effroyable imposture. Cependant, à l'époque de sa sortie jusqu'à la déclassification partielle en 2011 du fameux rapport du FBI, concernant l'interrogatoire des 5 Israéliens dans le sang, personne ne savait, et encore moins aujourd'hui, que l'aveu de la démolition contrôlée de la tour 2 sortait déjà de la bouche de l'un des suspects. En préambule de l'analyse technique de la démolition contrôlée des tours, il serait souhaitable de dresser quelques mises au point, afin de faire le ménage parmi les théories les plus fumeuses les unes que les autres. D'abord celles qui sont liées aux théories dites conspirationnistes. Pour commencer, les théories les plus ridicules, telles que celle de la dénommée Judy Wood, où selon elle, les tours auraient été détruites par un rayon d'énergie émis du ciel, où le métal aurait été réduit en poussière Dieu sait comment. Cette femme est pourtant une spécialiste des matériaux et ancien professeur adjoint de génie mécanique, est ancienne attachée de recherche postdoctorale au département des sciences et de la mécanique de l'ingénierie de Virginia Tech. Ou encore, la théorie des tours détruites par une bombe nucléaire émise par un Russe, ancien expert en nucléaire. Comme quoi, on ne peut pas tuer le ridicule, même plus petit qu'il soit. Et ce n'est pas les théories les plus farfelues qui manquent à l'exception d'un Messane ou d'un Schmid, ou encore Barbara Honegger, une master en sciences. Nous avons celle des hologrammes selon James Henry Fetzer, un professeur émérite de philosophie des sciences, à l'université du Minnesota Duluth. Toutefois, la plus célèbre néanmoins plus coûteuse depuis 2006, c'est celle-ci. 3 semaines après les attentats, du métal fondu aurait été retrouvé sous les ruines. Cela serait dû pour certains comme Stephen Jones, une ilsarite, un produit pouvant faire fondre le métal appelé le thermite ou la nanothermite. Bien que le mouvement réfractaire à cette théorie ait perdu un temps incroyable à vouloir démonter cette théorie par des analyses scientifiques approximatives, il suffisait de présenter l'argument le plus efficace et le moins coûteux pour pouvoir la balayer rapidement. Vu qu'il s'agit d'une réaction thermique, la propagation de la chaleur est lente, donc impossible de démolir les tours en moins de 15 secondes comme cela s'est produit. D'ailleurs, au vu même de sa réaction quelque peu indépendante et aléatoire, comment peut-on réussir à maîtriser celle-ci ? Si la démolition contrôlée exige impérativement synchronisation et coordination. N'oublions pas les tromperies autour de cette théorie du métal fondu, grâce à des photomontages, ou bien cette photo illustrant simplement une torche électrique éclairant une zone de travail dans les décombres, ou encore, les pseudo-preuves de traces de thermite via les coupes en biais sur des poutres, alors qu'il s'agissait simplement des coupes effectuées par des ferronniers lors du travail de déblayage des débris. Toutes ces théories farfelues avaient pour but de discréditer le mouvement conspirationniste, laisser les gens dans l'incompréhension, de donner encore plus de crédit à ceux qui soutiennent aveuglément la version officielle, et surtout du pain béni à ce camp d'en face. Ces personnes sont connues comme les débunkers, un nom qui provient de leur volonté affichée de débunker ou démonter les éléments présentés par le mouvement pour la vérité. Le champion de la défense de la version officielle en France s'appelle Jérôme Kiran. Il a écrit un livre intitulé 11 septembre et théorie du complot. Kiran a lui aussi participé à plusieurs conférences et débats télévisés sur le 11 septembre. Le débunker le plus en vue en Italie s'appelle Paolo Attivissimo. Il est membre de l'organisation SICAP qui a ouvert et déclaré la guerre contre ceux qu'il appelle les théoriciens du complot. Attivissimo a tenu de nombreuses conférences sur le 11 septembre, au cours desquelles il a détaillé la plupart des aspects importants du débat. Mais la palme des débunkers revient très certainement au magazine américain Popular Mechanics.
En 2006, il a publié un livre intitulé Debunking the 9/11 Myth, dans lequel les auteurs affirment avoir réfuté chacune des principales affirmations avancées par le 9/11 Truth Movement. The results were first published in a magazine article, then more fully developed in a book titled Debunking 9/11 Myths, Why Conspiracy Theories Can't Stand Up to the Facts. I think what Popular Mechanics did with the 9/11 conspiracy theory was just about one of the best things ever done in the history of skepticism. That is exactly how it should be done. Here's the claim, here's the answer. Here's the claim, here's the answer. By the end, they got nothing to stand on. Boom, end of story. Mais est-ce vraiment le cas? Pourtant, les tentatives maladroites pour réfuter la démolition contrôlée venant des bunkers du 11 septembre ont été utilisées par des moyens les plus malhonnêtes pour réfuter celle-ci, par le sophisme permanent ou de la comparaison fumeuse et approximative. Le pire est que, malgré leurs théories maintes fois démontées depuis des années, par ignorance ou rejet de la réalité, leurs réfutations qui ne sont que de pures arnaques, continuent pourtant de perdurer. Il ne faut plus perdre son temps avec toutes ces théories et passons aux choses sérieuses. Pour expliquer les choses, nous allons nous concentrer uniquement sur les tours jumelles, car une fois que tout sera exposé, il ne sera même pas utile de décrypter la démolition contrôlée du WTC-7, puisque cette tour était conçue par le même mode de construction. Commençons par le début. La version officielle prétend que le feu aurait fortement affaibli l'acier, afin que les tours puissent s'effondrer. L'échauffement des structures par le feu est un sujet de spéculation sans preuve tangible. Il est quasi impossible d'avoir une mesure de la température des structures, surtout si on se base sur des programmes de software, basés eux-mêmes sur des débris prélevés, à une infime quantité particulièrement honteuse, entre 0,25% et 0,5%. Autrement dit quasiment rien. Et, par conséquent, la quasi-totalité des preuves, qui auraient pu permettre de prouver la démolition contrôlée, a été recyclée. Avant que les bâtiments ne s'effondrent, des personnes qui étaient situées au-dessus de l'impact ont réussi à descendre, traverser les étages d'impact en passant par le dernier escalier encore disponible, et c'est ainsi qu'ils ont survécu, contrairement à d'autres qui n'ont pas eu cette chance. We came to the 78th floor. The last layer was standing, but it was cracked, and there were flames licking up the other side of the wall like this. It wasn't a roaring inferno. I sensed that the flames were maybe starved for oxygen right there, you know, in the interior. We kept going, and we got onto the 74th floor. When we got down that far, normal conditions. The lights were on, fresh air coming up from below. Quant aux personnes sautant dans le vide, il faut savoir que l'aspect psychologique dans un tel cas doit être aussi pris en compte dans des circonstances pareilles, à l'instar d'une chaleur supposée excessive. Certaines personnes peuvent paniquer ou craquer très rapidement, voire être pris de folie, d'autres essaieront de garder leur sang-froid. Et quand je parle de panique ou de folie désespérée, il suffit de se rendre compte que ceux qui se jettent dans l'eau vide, juste après l'effondrement de la tour sud, ont le geste désespéré de le faire, afin d'échapper au sort horrible de périr dans l'effondrement possible de cette tour nord. Il se pourrait bien que cela soit le même cas pour la tour sud. Donc, impossible de prouver que la conséquence de leurs actes soit uniquement due aux incendies excessifs. Mais en ce qui concerne les effets de chaleur, les êtres humains tels qu'ils soient ne peuvent en aucun cas survivre à une température de l'ordre de 400 degrés. Et de moitié, c'est déjà particulièrement atroce. Revenons au début. Dans l'histoire de l'immobilier, il n'y a aucun exemple de tour d'acier qui s'est effondré par le feu. Cependant, seules des parties de structures métalliques peuvent s'écrouler au bout de plusieurs heures par ce même procédé, mais uniquement de manière graduelle et partielle. À titre d'exemple, la tour de Madrid en 2005,
Contrairement au tour du 11 septembre 2001, certains viendront mettre en avant le fait que des crashs d'avions auraient endommagé la structure interne. Hélas, le porte-parole du NIST ne déclare même pas ce fait comme étant la cause. The buildings would not have collapsed under the effects of the airplane impact and the jet fuel ignited multi-floor fires. And the reason it collapsed is because the fireproofing was dislodged. Donc, au vu des faits exposés, le feu ne peut donc pas expliquer ces effondrements, puisque les étages inférieurs n'ont subi aucun échauffement. Comment justifier cela? On nous parle beaucoup des planchers des étages, les mesures, les formes, etc. Il parle aussi des colonnes extérieures. Par exemple, en bas à gauche, il donne la largeur d'une colonne extérieure, qui est en fait de 14 pouces, et la distance entre deux colonnes, en bas à droite, est de 40 pouces, soit 14 d'acier et 26 de vide. Le problème est qu'ils ont volontairement réduit certaines images de ces colonnes, de sorte pour qu'elles ne puissent pas attirer la moindre attention. Et en ce qui concerne les structures intérieures, il est très commode de constater très peu de détails sur ce point. Voici donc le plan d'un étage publié par le NIST. Les colonnes de la structure intérieure sont représentées à l'échelle, mais aucun autre détail dimensionnel n'est donné dans le reste du rapport. Notons que la grande majorité des colonnes sont accessibles par les cages d'ascenseur. Very familiar with the interior structure that surrounded the elevator shafts, and of course their access to the elevator shafts gave them total access to the surrounding core columns, the interior of the core columns. On voit donc les colonnes extérieures qui ont l'air fort grandes. On observe aussi le noyau intérieur, mais il a été volontairement présenté comme quelque chose de vide. Ainsi, on a montré des sortes de conduites d'air, autrement dit, d'allées et retours d'air, de sorte que cela donne l'impression qu'il s'agissait d'une zone technique où on aurait placé toutes sortes de vides, des ascenseurs, des escaliers, etc. En clair, aucun soutien. Mais ce qu'ils n'ont pas montré, ce sont ces colonnes en rouge. Il s'agit de colonnes massives, situées dans le noyau, et elles sont vraiment très grandes. On y reviendra après l'analyse. Cependant, ils ont quand même fait passer toutes ces colonnes pour une sorte de rien, de vide, et ont agrandi les colonnes extérieures, qui ont été montrées comme structure essentielle des tours. Et celles-ci sont néanmoins curieuses. On a plus de plein d'acier que de vide. Or, on a vu auparavant que les 40 pouces étaient composés en gros de 2 tiers vides et de 1 tiers plein. Voici donc un agrandissement de ces colonnes extérieures. Les mesures proprement dites ont été mises à l'échelle, mais on découvre que ces colonnes ont été agrandies par le NIST avant d'être publiées. De jolis petits carrés ont été rajoutés en prime autour du carré initial. Et cela a été fait volontairement et conçu à partir d'un software avant publication. On appelle cela de la falsification, de fausses preuves, de fausses informations, mesurables et prouvables, et ce n'est qu'un début. Même étage type d'après la FEMA, les colonnes intérieures sont représentées de manière toute petite, faisant penser qu'elles auraient une fonction mineure. Et montrer le 95e étage facilite aussi le travail. Aucun détail dimensionnel n'est donné dans le reste du rapport. Nous voyons ici les colonnes intérieures qui sont bien plus grandes et solides que les colonnes de façade. De plus, ces colonnes intérieures sont solidement reliées entre elles, les rendant comme une structure unique. Et on remarque bien qu'elles sont restées debout malgré les effondrements. Il doit y avoir 47 épaisses colonnes tubulaires de 10 cm dans les bas étages. Voici les colonnes intérieures formant l'ossature du bâtiment. En fait, les colonnes intérieures qui sont représentées ici se sont effondrées jusqu'au sol, mais pas celles liées aux extérieurs sur plusieurs étages après effondrement. Il est clair qu'elles ont été détruites, sinon, ce genre de colonne aussi massive est impossible à détruire comme on le pense,
d'autant plus que ces colonnes sont liées dans des liaisons horizontales et obliques, leur donnant une rigidité extrêmement solide. Mais bien entendu, il faut justifier cela. On va donc minimiser le noyau et mettre en évidence l'extérieur, et c'est ainsi que ce passage du rapport de la commission s'en résultera. Traduction de l'essentiel, ce mur extérieur supportant la majorité du poids des bâtiments était un tube en acier creux, où sont groupés ascenseurs et escaliers. Ainsi, ce serait un espace vide qui ne supportait rien, et cela s'appelle un mensonge, et pas qu'un petit, surtout dans un rapport officiel qui plus est. Au niveau de la résistance structurelle des tours, voilà ce que cela donne. La véritable structure principale est celle de droite. Et ici, les buildings construits en béton, avec les mêmes principes que les tours jumelles. On voit le noyau central en béton armé et les colonnes de façade en dessous. Concernant les dégâts possibles, et après observation, il s'agit bien d'une colonne du noyau qui s'est retrouvée effondrée jusqu'au sol. Elle mesure 52 et 22 pouces, et son plein en acier est de 78%. Ce qui veut dire que ces colonnes sont capables de résister à la chute de tous les étages supérieurs. De plus, les étages supérieurs ne tombent pas en une seule pièce massive. Durant la chute, les chocs vont séparer la structure en petites pièces, qui vont être retenues par ces colonnes intérieures. Le pire qui est possible est le tassement de quelques étages de l'impact. Les étages inférieurs, quant à eux, resteront intacts. Voici les photos d'Ayman Zafar, qui était près des tours. Elles montrent que les colonnes intérieures des deux tours sont restées debout, pendant que les étages et colonnes de façade s'écroulaient. Cela prouve que les intérieurs du bâtiment étaient assez résistantes et ne pouvaient donc pas s'écrouler sans explosifs. Voici 4 photos représentant le noyau de la tour sud, encore debout pour un certain temps. Ici, on peut voir les dimensions des colonnes intérieures. Plusieurs colonnes ont survécu pendant un effondrement. Dans les étages inférieurs, ces colonnes sont plus grandes et plus solides. Si ces étages supérieurs avaient survécu, elles devaient le faire continuellement. Or, ce ne fut pas le cas. L'angle de vue est aux environs de 31 degrés du perpendiculaire à la façade. La rotation de 31 degrés fait correspondre les colonnes exactement à ceux de la photo. Ces colonnes ont été identifiées comme étant les colonnes 501, 601, 502, 602, 503, 603, 703 et enfin 803. D'autres colonnes, telles que la 908 et 1008, sont visibles dans d'autres vidéos et images. Concernant la démolition des tours, elle fut réalisée en 3 étapes. Au-dessus du skylobby de la tour sud et au 89e étage de la tour nord, ce sont les colonnes du noyau qui sont beaucoup plus petites que les étages supérieurs qui ont été détruites à leur jonction. Lorsque ces colonnes du noyau ont été détruites ici, c'est toute la partie supérieure qui a commencé à s'effondrer. Et donc, l'explosion a commencé au niveau de l'étage d'impact. En dessous de ces étages, ce sont ces fers en forme de U sur lesquels reposaient les planchers des étages qui ont été explosés et des explosifs étaient situés à ces fers-là. Mais durant les explosions des étages, ils ont aussi fait exploser quelques connexions intérieures du noyau pour l'affaiblir parce que celles-ci sont beaucoup trop résistantes aux petits explosifs. Il fallait donc mettre des plus gros, mais pas sur toute la hauteur des tours, bien évidemment. Une fois ces explosions produites, ce sont ces colonnes qui ont été explosées sur 2 ou 3 niveaux pour garantir l'effondrement du noyau. Et c'est pour cette raison que nous avons vu celui-ci tenir debout un certain temps après les effondrements des planchers des étages, ainsi que les colonnes extérieures. Technologiquement, comment ont-ils pu placer ces explosifs et à quel moment? Durant les mois qui ont précédé les attentats, des explosifs du type RDX ou C4 à commande radio codée ont été préparés, puis installés dans les tours à des endroits précis
et accessible par les cages d'ascenseurs express durant le week-end du 8 et 9 septembre 2001. Ils les ont tout simplement apportés dans les sous-sols des bâtiments. Chaque paquet est repéré par un code numérique. Les explosifs du même étage ont le même code. Les paquets étaient munis de fixations rapides adaptées ou aimants permanents destinés à l'usage. Si on évoque ce week-end-là, on peut se référer au témoignage de Scott Forbes, et il n'était pas le seul à en témoigner. There was a power down in the South Tower on the weekend of the 8th and 9th of September. It wouldn't have just have affected camera security, it would have affected all the secure systems on doors for either key locks or security badges and so on to undo them. They weren't working because they're all powered by electricity, so there was no power, there was no backup system, therefore they were all open. The explanation was that there was a recabling exercise to increase the bandwidth of networks that were available in the towers. But what I can recall is that there were plenty of toolboxes, there were plenty of spools of cable, there were men around wearing overalls, they appeared to be like engineers. At the time, it seemed perfectly legitimate what they were doing because this was the story we were given, that there was a recabling exercise. The previous weekend, there had been a power down. Because of the power down, there was a complete breakdown of security that weekend. We had guided tours coming into secured areas by mistake and nobody picking it up because there's no intrusion alarms or anything else. Pour ce faire, il faut 3 personnes pour chaque ascenseur express, un à l'intérieur, 2 au-dessus. L'un déplace l'ascenseur à l'étage voulu, passe les explosifs aux 2 autres, et ces derniers les placent où il faut, et par aimant permanent. De cette manière, il faut donc, au maximum, 24 personnes, soit 3 fois 8 cabines d'ascenseur, pour faire ces dépôts nécessaires. Pour s'infiltrer, il fallait bien entendu posséder une couverture idéale pour pouvoir poser ces explosifs sans que personne ne se doute de quoi que ce soit. Et l'indice qui peut permettre à cette équipe d'installer ces explosifs, ce fut l'entreprise de rénovation des cages d'ascenseurs des tours courantes 2001, grâce au contrat passé avec la société S Elevator. Cependant, il n'y a aucun besoin de charger tous les étages, mais seulement un étage sur 3. C'est suffisant pour avoir la réaction en chaîne. Et donc, au plus bas de ces étages, des explosifs sont installés, entre la poutre supportant les planchers des étages et les colonnes du noyau, ainsi que certaines connexions horizontales et diagonales des colonnes du noyau. Après le crash de l'avion, connaissant l'étage de l'impact, le code du groupe d'explosifs est connu pour commencer les explosions afin de donner l'impression que l'effondrement commence au niveau de l'impact. Pour éviter que les matériaux tombants ne détruisent un paquet d'explosifs inférieur, la vitesse des explosions doit légèrement être plus rapide que la chute libre. Les mesures effectuées concluent à une vitesse similaire à la vitesse de chute libre. Measurements have indicated that Tower 1 collapsed in about 11 seconds and Tower 2 collapsed in about 9 seconds. Situé dans la tour 7, endroit loué par le juif ultrationniste Silverstein, un édifice qui a une meilleure visibilité sur les tours jumelles, un ordinateur portable contient un émetteur radio permettant de joindre les explosifs et il envoie les codes radio à la vitesse nécessaire. En ce qui concerne la théorie des détonations, qui devait s'entendre à des kilomètres à la ronde par rapport aux caméras braquées sur les tours jumelles, est une grossière erreur. En réalité, sachant que les explosifs doivent être placés aux colonnes du noyau, capter ce genre de bruit comme pour une démolition contrôlée impliquerait 3 détails factuels impératifs. Sur les étages où on place les explosifs, on doit pratiquement jeter tous les murs à terre, les éventrer. Sur les étages où on place les explosifs, on doit pratiquement jeter tous les murs à terre, les éventrer. Et par cette même procédure impliquant le démontage intégral de toute épaisseur et acheminement de cloisons en tout genre à l'intérieur des 11 et 19 mètres de profondeur des tâches de ces bâtiments,
ainsi que les fenêtres périphériques de 6 cm d'épaisseur et non ouvrables. Les tours jumelles devaient être impérativement réduites à l'état de squelette d'acier, ce qui aurait permis à l'intensité totale des explosifs de résonner librement à grande distance, puisqu'il y aura contact permanent avec l'extérieur ambiant. Même chose pour la tour 7. Mais vu que ce travail de démontage n'a pas du tout été effectué, il est impossible aux intensités d'explosion d'être audibles en intégralité vis-à-vis des caméras, puisqu'elles sont situées dans une zone considérablement isolée et hermétisée. Seules les tonalités basses de ces mêmes explosions ne pourront être perçues et ressenties que par la trentaine de témoins sur place. As the first tower came down, there were a series of explosions. It was like boom, boom. You could hear the echoes of the explosions echoing off the different buildings. The detonation started, and they went boom, boom, boom. They were a little less than a second apart. Below the fire, I saw from the corner, boom, 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 boom. Just like 20 straight hits. Just Detonated. plans to take down a building. Boom, 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 boom. All the way down. So it was like boom, 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 boom. From far away, boom, boom. And you heard the boom, 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 boom. Ce qui permet de rebondir sur le point suivant. Si le démontage de la structure d'habillage avait été effectué, les 15 000 mètres cubes d'air contenus dans les étages inférieurs des tours jumelles auraient été évacués par la même occasion. Ce qui veut dire qu'aucun panache de fumée ne se serait produit pendant l'effondrement. Et enfin, dernier détail, les explosions liées aux incendies, pendant que les tours étaient debout, équivalent à l'intensité d'une bombe pour chacune d'entre elles, aurait été elle aussi perçue par la moindre caméra dans un rayon de 800 mètres. Concernant des destructions des colonnes intérieures, l'explosif est placé un peu en dessous de la soudure et à partir de l'explosion, la partie inférieure est poussée et de cette même manière, il y a parfois une déchirure des plaques latérales, dépendamment de la force des soudures et celle des différentes plaques. Naturellement, dans les étages supérieurs, ce fut des colonnes en forme de H, y compris pour le noyau, et, dans les étages inférieurs, ce fut des colonnes tubulaires. Ici, on peut remarquer 2 éjections successives de poussière, et donc, en les positionnant au même niveau et avec la même échelle, en positionnant aussi un modèle en 3D des tours, avec seulement une partie des colonnes du noyau, pour mesurer la hauteur, et en mettant tout cela à l'échelle pour avoir les mêmes dimensions et orientations, lorsque l'on agrandit ce rectangle, on voit que la distance entre les 2 explosions est pratiquement identique à la hauteur de 3 étages, qui se trouvent être la longueur des colonnes du noyau. Et ces colonnes, lors de la construction, ont été amenées sur le site par tronçons de 3 étages, pour y être soudées les unes au-dessus des autres. Donc, ces premières explosions sont parfaitement consistantes avec les destructions par explosifs des colonnes du noyau. Quant à l'inclinaison de la tour sud, lorsqu'elle a commencé à s'effondrer, la partie supérieure s'est inclinée d'un côté. En fait, l'avion avait frappé cette tour de façon asymétrique, et la partie chaude s'est effondrée avant les colonnes du côté opposé. C'est pour cette raison que la partie supérieure s'est mise en oblique, car au moment où il y a eu l'explosion du noyau, toute la partie supérieure s'est reposée sur les colonnes extérieures. Mais en tout cas, il s'agit d'une grosse partie, puisque nous ne sommes pas sûrs que toutes les colonnes ont été explosées, ou bien il n'y en avait pas forcément besoin non plus. Donc, la charge s'est reposée sur les colonnes extérieures, et celles qui ont chauffé le plus se sont effondrées avant, donnant cette inclinaison. Puis, les explosions ont continué et terminé le travail, puisque l'effondrement s'est fait quasi verticalement. On voit des déchirures qui se trouvent être le signe d'une explosion.
On remarque aussi une déchirure latérale. L'explosif était placé en dessous de cette colonne, a commencé par déchirer le centre de cette face-là, puis cette déchirure s'est propagée des deux côtés, et ensuite a été poussée par les deux autres plaques, qui ont cette fois-ci commencé à se déchirer de l'extérieur vers l'intérieur, donnant cette courbure concave à cette colonne. Ensuite, lorsqu'elle est tombée au sol, celle-ci a pris cette sorte de pliure, parce que cette plaque-ci devait être en une seule pièce. Mais en réalité, elle était en deux pièces avec une soudure à cet endroit-là. Et ceci est visible dans d'autres images disponibles pour d'autres colonnes. Cette photo de la FEMA montre une connexion déchirée entre une colonne de noyau rectangulaire et une colonne en forme de H, si vous observez bien. Ce type de connexion existait dans les derniers étages. Le déchirement a été fait par un déplacement horizontal de la colonne H, si vous suivez bien. Les soudures ont été poussées vers la droite, et la déchirure correspond à une démolition par explosif. Mais dans le rapport de la FEMA, cette photo est un peu spéciale. Il y a un appareil photo et un trou qui a été pris au-dessus pour attirer le regard à l'arrière de la colonne pour que cela puisse passer inaperçu. Dans les étages inférieurs, il s'agit de la colonne en H, issue des planchers des étages, qui a été détruite par explosion. Sauf qu'il s'agit d'une colonne en U, et non en forme de H, voire le petit carré rouge, et l'explosif était placé juste au milieu. Comme la majorité des explosions s'est produite sur les colonnes supportant les planchers des étages, les plus grands dégâts devraient être sur ces poutres. Et la majorité des images contenues dans le rapport du NIST contiennent ce genre de dégâts. Et vu les formes atypiques, on sait à présent à quel endroit où ces petits explosifs ont été placés. Quand l'extrémité intérieure d'un plancher est explosée, le plancher commence à s'affaisser par l'intérieur faisant oblique. Les explosions continuent vers le bas et la suppression créée par les explosions suit les planchers obliques pour sortir vers l'extérieur en direction oblique vers le haut. Plus loin, il commence à descendre. Et on voit que l'augmentation en continu de la taille des poussières est significative. La vitesse des explosions est si rapide que la poussière tombant se rejoint à la poussière nouvellement créée dans les explosions des étages inférieurs. Conclusion, au vu des mensonges flagrants des rapports officiels, ceci est la véritable explication des effondrements des tours, qui étaient bel et bien des démolitions contrôlées. Maintenant que le démantèlement du vrai du faux est enfin réglé, et corroboré par d'innombrables indices matériels et factuellement avérés, vous savez maintenant que l'implication israélienne dans la genèse, l'exécution et le camouflage de l'opération terroriste imputée à Al-Qaïda ne fait aucun doute et doit être condamnée avec la plus extrême et absolue fermeté. Israël est coupable des pires crimes contre l'humanité depuis tellement longtemps, et même si cet État voyou a continué ses méfaits sur le sol européen, principalement dans notre pays pour les mêmes ambitions, tous ces crimes ne doivent pas rester impunis, car cette loi du silence doit prendre fin.